Alors à présent, on va parler du patient acteur de sa santé, de cette idée, à partir de la nouvelle Feel Good de Raphaël Granier de Cassagnac, qui va nous rejoindre, et avec Léna Dormeau, qui est chercheuse en philosophie politique et sociale, et qui est notamment rattachée à l'université de Rennes 2. Alexia va aussi nous rejoindre momentanément pour la lecture. Alexia Jolivet, qui interviendra ensuite en qualité de maître de conférence à Paris-Saclay et qui va donner la réplique à l'auteur. Sinon ce ne serait pas équilibré. Qui es-tu? Donc Raphaël est écrivain de science-fiction, utilisons les gros mots. Tu as également participé à la conception d'un film et de jeux. Et tu es par ailleurs, dans ta vie secrète, donc je vais l'annoncer, tu es également physicien dans un truc que moi je comprends pas, mais c'est un truc avec la physique des particules, non? Ouais, voilà, physique des particules. Voilà. Et donc, je vous cède la parole. Hein. Le texte. Merci Mathias. Donc je vais vous lire un passage de Feel Good. Feel Good, c'est le Facebook de la santé. Donc c'est le chapitre qui s'appelle Calliope, femme la plus saine du monde. Et pour le petit dialogue qui démarre, j'ai demandé à Alexia de me donner un coup de main. Le personnage qui s'appelle Médée, que je vais appeler Alexa tout de suite là, est en fait très inspiré de la Alexa d'Amazon, et puis c'est un beau clin d'œil avec ton prénom, donc c'est rigolo, je pense. Alors allons-y. Salut Alexa, ça gaze? Bonjour Calliope. Non, cela ne gaze pas. Bon, qu'est-ce qui t'arrive? La question n'est pas ce qui m'arrive, mais ce qui t'arrive à toi, Calliope. Rien, je me sens en pleine forme, comme d'hab. Et pourtant, tes toilettes indiquent que quelque chose ne va pas. Calliope reste bouche bée. Elle se souvient vaguement de s'être réveillée pour aller pisser, mais elle n'a pas checké l'analyse. Ces indicateurs de santé sont toujours au top, ils ne peuvent pas avoir décroché comme ça, hein. Pas aussi vite, pas en une nuit. En même temps, il faut bien franchir la limite un jour ou un autre. Pas maintenant, pas si tôt, elle est si jeune. Mais d'ailleurs, quelle limite? Elle pourrait demander le détail à l'assistante perso, mais préfère aller vérifier d'elle-même ses toilettes. Assise, elle invoque la dernière analyse qui chasse le flux et qu'elle a l'habitude de regarder dans cette brève intimité. S'y distingue une unique ligne rouge, protéine, juste au-dessus de la normale. Bon sang, elle qui n'a jamais franchi aucune des limites, y compris depuis qu'elle s'est connectée pour des rapports quotidiens. La jeune femme fonce dans la salle de bain et glisse son doigt dans les mots test. Les lignes apparaissent une à une sur son miroir, verte, verte, verte. Ouf, tout a l'air d'aller. Au niveau sanguin, Calliope respire. Calliope ne peut pas rester comme ça. Elle qui est si populaire pour sa bonne santé, tubeuse prodigue en conseil sur Feel Good, ce qui engendre une large fraction de ses revenus. Déjà, quelques fans s'impatientent parce que son analyse d'urine n'est pas en ligne ce matin. Heureusement qu'elle a paramétré Alexa pour ne pas publier sans autorisation tout bilan qui contiendra une anomalie. Calliope surgit de son appartement et enfile bonnet, écharpe et gants dans l'escalier dont elle dévale les 23 étages d'un pas athlétique, comme tous les jours, hygiène de vie oblige. Son temps de descente est excellent, on l'en félicitera, mais pour une raison vicieuse. Elle est seulement pressée de foncer dans la Diag Booth, la plus proche, heureusement vide. Calliope pénètre dans la petite pièce où elle a pris ses habitudes, une fois par mois. Sur l'écran, elle pianote et s'offre son check-up complet avant de se laisser prendre en charge par les bras robotisés qui la palpent, la ponctionnent, l'exercent, la mesurent sur toutes ses coutures. Les premiers diagnostics sont tous positifs, à part les protéines dans l'urine, l'espoir d'un bug des toilettes disparaît. De retour chez elle, Calliope peaufine un poste bien calibré pour pouvoir publier son bilan sur un ton humoristique, qui ne devrait pas lui coûter trop de notoriété. Voilà, elle fait bien le buzz et s'en trouve un moment rassurée. Ça, c'était le premier jour de sa descente aux enfers, qu'elle raconte à Arthur, ce touriste inconnu, alors qu'ils se sont réfugiés ensemble dans une serre d'aubépine tiède et odoriférante. 3 jours plus tard, mon bilan sanguin montrait une baisse des leucocytes, puis un dérèglement incroyable et rapide de la plupart des indicateurs. Le pire dans tout ça, c'est que je me sentais en pleine forme, du moins au début. Tout cela a fini par me rendre folle, je crois. J'étais désespéré, tellement désespéré qu'Alexia m'a proposé l'euthanasie. Si tu préfères en finir. Bullshit. Je me suis prise à douter de diagnosis, à me surprendre à penser que les théories du complot n'étaient pas forcément qu'élucubration, à aller traîner sur des branches parallèles de Feel Good,
J'ai rencontré des gens qui m'ont conseillé de m'éloigner, de faire un break, de me ressourcer, de consulter un écopathe ici, en Islande. J'ai même entendu parler de guérison miraculeuse. Je n'ai de toute façon plus grand-chose à perdre et me voilà complètement paumé. J'ai vu un docteur hier, il m'a préconisé des tisanes de passiflore. C'est n'importe quoi. Je ne savais même pas que ça existait. Il m'a aussi prescrit de refaire des tests dans leur clinique indépendante de diagnosis. J'aurai les premiers résultats demain. Tout est incroyablement lent ici. Tu veux... Merci Alexa, Merci, notre assistante Alexa. personnelle. Merci pour cette lecture. Je vais être tout à fait paresseuse. Je vais te laisser présenter ton texte. Et ce que tu voulais en dire, j'amorce par la question dont on a échangé un petit peu en amont, qui est la question de l'intelligence artificielle ou son absence dans ton texte. Et par ailleurs, je me permets quand même... Est-ce que tout le monde a lu la nouvelle? Parce que j'ai les deux seules questions qui m'intéressent, les deux grandes questions qui m'intéressent concernent les 5 dernières lignes. Donc, si vous n'avez pas lu le texte, c'est du divulgachage en puissance. Donc, je te laisse répondre sur la question de l'intelligence artificielle et on reparle des questions démocratiques. Après, je t'autoriserai le divulgachage si tu veux. Ouais, c'est vrai, cool. Super. On pourra demander si ça vous gêne ou pas. Mais donc, mais il y a une chose qui me surprend dans les premiers échos que j'ai de ma nouvelle. Elles reviennent toujours souvent à cette question d'intelligence artificielle parce qu'il y avait Alexa dans le texte. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ce dont j'ai voulu traiter au départ. J'ai essayé d'imaginer l'avenir de la santé. J'ai posé plein de petites choses, plein de petites bribes de ce que pouvait devenir la santé dans un avenir qui, vous l'avez senti, relativement proche. Hein. Alors je date pas, je déteste dater mes textes parce que je trouve que c'est mieux si c'est vous qui le datez en fonction de votre perception de la vitesse à laquelle peuvent aller les choses. Mais pour moi, c'est dans une dizaine d'années, une vingtaine d'années maximum, quoi. Et donc, en réfléchissant à plein de choses qui pouvaient se passer à ce moment-là, donc il y a cette histoire de réseau social avec des gens qui publient leur bilan de santé, qui sont admirés pour ça quand le bilan de santé est bon et qui sont copiés, enfin un peu comme les youtubeurs beauté ou les youtubeuses beauté qu'on a aujourd'hui, mais côté santé, quoi. Donc il y avait cette question qui était assez centrale et puis plein d'autres petites questions. Il y a c'est un peu une galerie de personnages. Je vous en ai présenté un, il y en a d'autres. Eh bien, qui dit réseau social dans une dizaine d'années, dit pour moi algorithme. Les algorithmes, il y en a déjà plein dans les réseaux sociaux aujourd'hui, ou médias sociaux si vous préférez. Donc c'était indispensable. Et qui dit sans doute assistant personnel, donc cette Médée qui est pour moi comme Siri ou Alexa un tout petit peu améliorée. Et c'est pas la première fois que je vois que des gens tiquent sur ce côté d'intelligence artificielle. Alors j'en parle très très peu dans le texte. Hein. Pour moi, c'est juste le décor, c'est-à-dire que n'importe quoi demain ou dans un avenir relativement proche, pour moi, va pas pouvoir se passer de médias sociaux. Ça devient complètement dominant dans nos façons de fonctionner aujourd'hui. Et sans doute de légère intelligence artificielle, mais très légère. Pour moi, elle s'appelle Médée dans le texte, Alexa ici. C'est une assistante personnelle, mais c'est rien de plus que ça. C'est pas une intelligence artificielle puissante qui nous manipulerait tous ou des choses comme ça. Et néanmoins, juste en la proposant comme ça, j'ai eu quelques échos, plusieurs en fait. C'est presque même les seuls. Où les gens fantasment qu'en fait cette intelligence artificielle va beaucoup plus loin que ce que moi j'ai imaginé. Alors, ça m'a pas mal interpellé, mais c'était pas vraiment mon sujet dans la nouvelle, quoi. Non, c'est pour ça, merci pour la réponse. C'est pour ça que c'est intéressant comme question d'amorce, c'est que du coup la question technolibérale, pour le dire comme ça, est finalement un support super structurel à un autre propos auquel on vient du coup en spoil intégral. Donc j'ai pas tant d'analyse à faire de ton texte parce que je trouve t'écris le texte que t'écris. En outre, j'ai quand même ça m'a interrogé sur des points sur lesquels on n'est pas forcément en accord justement, donc c'est intéressant d'en parler. Du coup, voilà, donc sur la fin de la nouvelle, pour celles et ceux qui l'ont lu, j'ai eu mon cœur a loupé un battement quand même, très clairement. La première chose que je me suis dite, c'est si, d'un point de vue purement de philosophie politique, si toutes les entreprises privées monopolistiques, entre guillemets, entamaient une dissolution et une reconfiguration des rapports de pouvoir à chaque mort anticipée d'un de ses dirigeants, clairement les intellos de gauche n'auraient plus trop de travail. Ce serait problématique. Du coup, voilà, la fin de ton histoire, tu me dis si je peux en traiter ainsi. Vous êtes d'accord qu'on divulgage ? C'est la première nouvelle du recueil, donc ça va. J'ai demandé, mais j'ai pas écouté la réponse. C'est absolument antidémocratique.
Du coup, voilà, l'idée, c'est que, en fait, les personnages principaux, donc il y a une galerie de portraits de personnages par ailleurs extrêmement intéressants en termes d'épaisseur narrative, qui se retrouvent à un point de rendez-vous pour lesquels ils sont invités, sans savoir qu'ils seraient plusieurs. Et l'idée, de manière extrêmement schématique, c'est qu'en fait, l'une des dirigeantes et des tenantes du coup de Feel Good, dans la perspective de sa mort annoncée, approchant, dissout en tous les cas, reconfigure et redistribue les possibilités de créer une santé collective à partir de son entreprise à des patients en fait qui sont, du coup je fais un glissement sémantique, mais qui sont des patients experts pour le dire comme on le dit aujourd'hui. Donc voilà, j'aimerais bien que tu nous expliques ça parce que moi ça m'interroge, je trouve ça hyper intéressant de le faire, je trouve ça extrêmement optimiste et ambitieux et d'un point de vue pratique, à mon avis absolument utopique, mais c'est intéressant que tu nous parles de ça du coup. Ouais, donc il faut peut-être rappeler, enfin que je vous explique un peu l'idée. Donc l'idée c'est demain il y a un réseau social qui se crée en démarrant comme les autres réseaux sociaux dans un garage avec quelques copains qui commencent à faire un truc et ça cartonne. Donc ça devient tout de suite très populaire, ça génère beaucoup de capitaux, donc tout le monde. Et donc ce réseau social, c'est un réseau social de santé dont l'idée est simplement de mettre de laisser les gens qui le veuillent publier leurs données de santé, mais tout type de données de santé, leur bilan, leurs antécédents, leur génome, tout ce qu'ils veulent. Et le réseau social met en relation des gens qui ont des affinités, alors que ça peut être des affinités de pathologie, et c'est surtout, enfin, un des arguments que j'avance le plus, c'est que ça met en relation des patients avec leurs soignants. Ça leur permet de choisir leurs soignants à l'autre bout du monde, et ça. Et contre toute attente, ce truc cartonne complètement, remet vraiment la santé au cœur de la discussion dans ce réseau social et pas le bénéfice, vraiment la santé des gens. La santé des gens, elle est mesurée, montrée aux gens, donc c'est vraiment le critère qui devient prédominant. Et donc les industries pharmaceutiques qui au début trouvaient ça intéressant et mettaient leur pub là-dessus commencent à l'avoir un peu mauvaise parce qu'il y a des médicaments qui étaient surprescrits, les gens se rendent compte qu'en fait ils sont pas forcément prescrits pour les bonnes choses. On a des exemples qui commencent à arriver dans le monde d'aujourd'hui. Et donc il y a des industries pharmaceutiques qui commencent à perdre de l'aile et le réseau social rachète tout ça. Parce que commence à générer, un peu comme Google fait plein de choses comme ça, commence à racheter tout ce qui sort, tout ce qui vient. Et l'idée que je voulais pousser, c'est que ça arrive à une espèce de monopole de la santé. Alors il y a quelques exceptions, mais en gros, à un moment, je donne un chiffre, disons que ce Feel Good traite 80% des actes médicaux. Et donc, il y a quelqu'un, une entité, cette entreprise qui se retrouve en monopole de la santé. Et alors là où je suis très audacieux, c'est que je mets à la tête de cette entreprise quelqu'un de sage. Si ça arrive un jour, je doute que la personne qui soit à la tête de cette entreprise soit quelqu'un de sage, qui se dit vers la fin de sa vie, moi ou mes quelques proches, on a en fait un contrôle incroyable sur la santé des gens et donc sur les gens eux-mêmes. Et elle décide, comme tu l'as dit, d'arrêter ça, de ne pas laisser ça dans les mains d'une personne ou de quelques personnes ou d'un type d'intérêt donné. Et elle décide de convoquer, comme tu l'as dit, 8 patients, enfin ils ne sont pas tous patients, enfin vous découvrirez 8 personnes qu'elle estime représentatives des enjeux de santé qu'il y a aujourd'hui. Et elle leur dit, ben voilà, moi alors vous avez entendu j'ai aussi généralisé l'euthanasie violemment, et donc elle va assumer sa fin de vie en leur disant, ben moi je vous remets les clés du réseau social et démerdez-vous quoi. Ils sont 8 avec des sensibilités hyper différentes, particulièrement antagonistes. Et moi, ça c'est un système dans lequel, c'est peut-être utopique, mais dans lequel je crois un peu. Moi, je crois dans l'idée qu'on peut, plutôt que d'élire des gens ou de nommer des gens et tout ça, on peut les investir d'une mission. Donc c'est l'idée que voilà, elle le tire un peu au hasard, pas tous, mais enfin elle leur dit voilà, maintenant c'est à vous, débrouillez-vous quoi. Et vous êtes investis de cette mission et vous avez maintenant la santé du plus grand nombre dans les mains. Alors je dis pas comment ça finit, ce qu'ils font, ça finit là-dessus, ça finit débrouillez-vous avec la santé des gens quoi. Non mais ça, en plus ça me fait penser à une interrogation que moi je porte dans mes recherches, que justement, alors on va pas déblatérer de la notion ici, ça prendrait un temps infini, mais la question de ce qu'on appelle l'empowerment en santé, notamment des usagers, donc qu'on appelle encore usagers, usagères de santé, que moi j'interroge sous ce prisme-là. Et la fin de ta nouvelle est une excellente, je dirais, un excellent, je trouve pas mon terme, mais manifestation, matérialisation de ça, c'est que je suis toujours gênée, donc là c'est purement personnel, mais je suis toujours gênée par cette idée quand même surplombante que on va avoir quelqu'un, donc là soit l'institution hospitalière qui est soit une entreprise privée hégémonique qui va donner les clés
de l'émancipation, de l'empowerment à des patients. Et cette considération de la question de l'émancipation me pose éminemment problème, c'est-à-dire que donner les clés de on n'émancipe jamais quelqu'un au détriment de ceux que l'on souhaite émanciper. Je trouve tout à fait problématique. Dans une question de démocratie sanitaire, je trouve que ça pose problème. Est-ce que l'empowerment des usagers en santé, moi je travaille spécifiquement sur la santé mentale et la psychiatrie, est un réel empowerment, c'est-à-dire est une réelle émancipation subjective dans un processus de subjectivation autre, ou est-ce que c'est encore une fois de façon surplombante d'avoir des institutions hospitalières monopolistiques et hégémoniques qui donnent la possibilité faussement démocratique de mettre dans les mains des patients des clés pour finalement reproduire un fonctionnement néolibéral, pour s'intégrer dans une perspective productiviste. Pour le dire de manière extrêmement triviale, c'est de dire ce serait bien que vous soyez moins malade, que vous soyez un peu plus empuissanté pour pouvoir de nouveau réalimenter le PIB. De manière, c'est trivial la façon dont je le pose, mais l'idée c'est ça. Et dans la fin de ta nouvelle, ça m'a fait un peu penser à ça, c'est que je salue l'idée collégiale d'une possibilité de démocratie sanitaire plurielle et polyphonique, que je trouve évidemment tout à fait séduisante, bien que j'ai arrêté d'être séduite par ce genre de truc depuis un bout de temps. Par ailleurs, je trouve que ça repose ces questions-là de qu'est-ce que tu peux nous dire de la façon dont tu penses cette espèce d'empouvoirment. Alors moi je préfère le terme d'empuissantement, mais d'empowerment en santé du coup. Les gens qui, dans ma nouvelle, les gens qui vont avoir les rênes de l'entreprise, c'est des patients d'hier, mais à partir du moment où ils ont les rênes de l'entreprise, c'est plus vraiment des patients. Enfin, c'est des patients comme tout le monde, mais c'est pas parce qu'ils ont été patients. Il y a un monsieur lambda qui est vous et moi, c'est fait exprès, il faut qu'il y en ait un qui est rien en fait, qui ait juste vécu la santé de tout le monde, et puis il y a des contre-pouvoirs aussi. Donc je suis assez d'accord avec toi sur le fait que l'empowerment, c'est compliqué ce mot en français. Et c'est sans doute pas une bonne chose. Moi, encore une fois, ce dans quoi je crois pas mal, c'est l'idée que plutôt que de donner les rênes de choses puissantes à des gens qui les veulent, ou qui ont tout fait pour les avoir, je pense à la politique, je pense aux dirigeants d'entreprise et des choses comme ça, de le donner justement aux gens qui en veulent pas, en fait. Mais bon, alors il faut essayer de trouver des gens qui sont pas trop bêtes pour quand même savoir gérer la question, mais de donner à des gens qui en veulent pas, et on leur dit voilà, c'est votre boulot, c'est votre mandat. Alors il faut sans doute limiter les mandats dans le temps aussi, parce que si on le fait trop longtemps, ça marche pas. Et peut-être limiter à des questions précises. Alors bon, ça devient, non, c'est pas très personnel, mais un peu quand même. Moi, une des grosses claques que j'ai pris dans ma vie, c'est d'avoir été juré d'assises. Où pour moi, c'est un peu ça qui leur arrive à la fin. C'est-à-dire, juré d'assises, on vous donne une question à régler avec des gens que vous connaissez pas. C'est des questions assez graves. C'est les assises, quoi. Et vous avez quelques jours pour faire ça. Au début, vous êtes persuadé que vous êtes incapable de faire ça, que vous n'êtes pas la bonne personne pour le faire. C'est pas possible. Et puis à la fin, on vous explique bien qu'en fait, il n'y a pas de meilleure personne pour le faire. Ça doit être un jugement qui est fait par la société, qui est incarné par un jury qui est tiré au sort, et qui finit par régler un problème très grave. Alors ça s'applique peut-être que à la justice, on n'a pas beaucoup d'expérience sur d'autres trucs, mais moi j'ai envie de les tenter, ces expériences. Donc je les ai au moins tentées dans un bouquin. Si on pouvait les tenter en vrai, moi ça m'intéresserait. Le grand pouvoir, les grandes responsabilités, tout ça. Est-ce qu'on prend des questions Pardon, je fais animation et c'est bon. Est-ce que vous avez des questions? Alors, Alexis travaille dans une fédération de patients. Ouais. Et en fait, cette question-là, on s'est posé pourquoi? Parce que chaque patient a son lot de propositions de l'industrie, etc. Et on s'est dit, mais face à cette explosion de la demande, est-ce qu'on y va, quoi? Est-ce que nous, associations de patients qui faisons de la démocratie sanitaire, on va dans ce développement un peu anarchique d'applications qui va de la fourchette connectée à finalement des applis de suivi cardiovasculaire? Et finalement, on avait fait un groupe de travail et au final, il y avait un petit monsieur comme ça qui a fini et qui a conclu, et je crois qu'il a conclu de la meilleure des manières sur comment est-ce qu'on articule tout ça. Il dit en une phrase toute simple: se surveiller, oui; être surveillé, non. Et je trouve que ça en dit beaucoup en fait sur comment on peut utiliser le numérique au service de l'empowerment, se surveiller, mais avec le consentement, et être surveillé, non. C'est des outils au service d'une forme
d'anarchie en tous les cas, d'entrisme dans toutes les pratiques et dans ce que je suis moi en tant que patient. Et donc, se surveiller, oui. Donc, je voulais vous soumettre cette phrase. Et est-ce que vous vous y retrouvez? Ouais, énormément. Le problème du se surveiller, c'est que pour se surveiller, il faut être bien éduqué, en fait. Et donc, pour moi, c'est le vrai problème qu'on a, enfin, un des vrais problèmes qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, si on me confie ma santé aujourd'hui, je veux bien me surveiller, mais j'ai besoin d'avoir beaucoup d'informations et de l'information fiable. Ce qui, dans la période actuelle, on a bien vu que c'était quand même pas simple de faire le tri dans les informations très contradictoires qu'on a reçues de certains membres du corps médical dans une période, c'est normal, hein, c'est une période nouvelle, il se passe des choses nouvelles, c'était compliqué, mais je pense que c'est difficile dans ce genre de circonstances-là, enfin, se surveiller oui, mais avec quand même la possibilité de déléguer cette surveillance à quelqu'un, en fait, si on le veut nous, c'est-à-dire si on le veut nous, je pense, parce que il y a un vrai problème d'éducation, on n'y connaît pas grand-chose, la plupart des gens en santé, quoi. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je trouve cette phrase extrêmement problématique, pour être clair. Enfin, c'est pas la phrase, hein, je fustige pas ce monsieur qui a l'air tout à fait sympathique. Par ailleurs, c'est que le problème du consentement, qui est un grand problème, hein, philosophique, pas que, mais philosophique, c'est que se surveiller, pour moi, c'est reproduire, c'est de l'auto-aliénation, en fait. Vous reproduisez à l'intérieur de vous-même des schémas de domination et des rapports de domination néolibéraux. Je dirais que c'est même pire, dans le sens où c'est la strate supérieure, c'est-à-dire que plutôt qu'avoir un gouvernement politique qui vous impose des choses et qui vous injoncte à être dans un régime de surveillance, enfin pour reprendre Foucault, Deleuze, etc., dans un fonctionnement biopolitique, c'est-à-dire dans lequel on va domestiquer, socialiser les corps pour des questions administratives, vous allez intérioriser en vous-même la contrainte, la question de la coercition et du consentement, hein, qui est la définition même de l'hégémonie. Hein. L'hégémonie est une dialectique entre la coercition et le consentement, et vous allez reproduire ça en vous-même. Du coup, vous faites ça tout seul, c'est-à-dire que le gouvernement a quand même tout loisir de faire autre chose que justement de vous surveiller, parce qu'on se surveille les uns les autres, on se surveille soi-même. Pour reprendre une acception foucaldienne et la pousser à l'extrême, on est auto-entrepreneur de nous-mêmes, c'est-à-dire que là on devient auto-médecin, qu'on s'auto-diagnostique, qu'on décrète que ouais mais là j'ai quand même besoin de télécharger l'application Petit Bambou parce que je me sens pas bien aujourd'hui et je vais même pas aller consulter un médecin parce que de toutes les façons ces rapports-là de force et de vulnérabilité, je les ai à l'intérieur de moi. Et je trouve que c'est problématique parce que ça fait peser sur l'individu une charge responsabilisante qui, à mon sens, dépolitise le problème. C'est-à-dire qu'on ne va plus interroger les conditions de possibilité superstructurelles et sociopolitiques qui permettent ce régime-là, qui est pour moi un régime de violence extrême, hein, très clairement, de surveillance et autres, et de contrôle. Et du coup, on va juste charger l'individu sur ses épaules de dire, c'est ce que tu disais, de dire en fait, si je ne gère pas mon autosurveillance, alors je suis défaillant. Du coup, la question de l'autodéfaillance et de l'auto-vulnérabilité est, je veux dire, impossible pour moi à faire peser sur l'individu et de fait, à mon sens, crée et génère des problématiques en termes de santé mentale, en fait. Je veux dire, là, vous regardez juste les courbes exponentielles sur le burn-out, sur les problématiques psychiques, etc., justement, dans des structures problématiques et aliénantes, type les organisations, les institutions organisationnelles, etc., c'est quand même, il y a des problématiques de santé mentale extrêmement contemporaines qui, à mon sens, sont connectées à cette problématique d'intériorisation des rapports de domination néolibéraux. Voilà, je ne suis pas contente. Ça. Merci beaucoup. On commence à aborder des questions d'éthique, hein, finalement, donc c'est très bien. On pourrait en discuter, on pourrait organiser un événement sur le sujet du numérique en santé mentale. Ça serait passionnant. On a des chercheurs sur le sujet.